Bonjour à tous, merci de partager avec nous ce moment. C'est un Smart Reboot qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas comment... ouais, merci. Ouais, super. Donc en gros, ce dont on va vous parler, le point de départ de ce meeting, de cette présentation, c'est que la data change vraiment tout. Alors vous avez déjà entendu ça pas mal de fois, la data change tout, la data est partout. Elle change d'ailleurs pour les marques un truc fondamental, c'est que au travers de la donnée, elles veulent optimiser, créer plus de valeur en personnalisant mieux et en ayant une vision un peu plus empirique de la manière dont elles prennent des décisions. Ça c'est du côté des marques, mais du côté des utilisateurs, on est tous un peu sensibles vis-à-vis de la data qui est utilisée pour mieux nous vendre des produits. On est un peu plus sensible aussi à la manière dont les marques doivent s'adresser à nous. Et au travers de tout ça, en fait, ça crée un changement, une petite révolution dans le marché. Et en fait, ça se matérialise par une reprise de contrôle des marques au niveau de leur data-driven marketing. Il y a 65% aujourd'hui des annonceurs aux États-Unis qui souhaitent reprendre le contrôle sur leur data-driven marketing. Donc ça veut dire comment ils opèrent, comment ils envisagent aujourd'hui l'achat d'espace, la pub en général qui est pilotée par la donnée. Et au travers de ce changement, en fait, ils attendent deux principaux avantages. C'est un, faire plus de business, en étant un peu plus pertinent. Et puis deux, mieux respecter les utilisateurs. Donc on n'a pas beaucoup en Europe de cas où des annonceurs ont fait ce chemin-là. On a la chance aujourd'hui d'en avoir un qui l'a fait en France, qui est un des plus grands annonceurs français. Donc voilà, je vais laisser prendre la parole Marina et Pierre-Yves. Pierre-Yves, peut-être si tu veux introduire la transfo qui vous a motivé derrière tout ça. Oui, avec plaisir, Yoann. Comme on est entre nous, là, je pense que c'est le bon moment pour te parler un peu de notre histoire en toute intimité. Il y a 5 ans, on a eu une idée saugrenue. On a demandé à nos clients qu'est-ce que vous attendez comme relation avec Orange. Et là, ça a été une grosse claque. La relation qu'ils attendent avec Orange, c'était pas de relation, laisser de l'autonomie, et par contre, quand on a besoin de vous, il faut que vous soyez là. Alors ceux qui ont des ados dans la salle à la maison, peut-être que ça leur rappelle des choses. Donc là, on avait une adolescence massive face à nous, et en face de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, notre parti pris, ça a été de s'adapter. Donc on a cherché à s'adapter. Alors à l'époque, chez Orange, comme peut-être dans d'autres boîtes, la façon de faire des projets qui soient digitaux ou autres, c'est une expression de besoin de 200 pages, un comité de pilotage qui s'assure que les idées des chefs sont bien embarquées dans le projet, et puis d'autres comités de pilotage après qui expliquent pourquoi on dérape, pourquoi on coûte plus cher, et puis qui réduisent parfois le périmètre et des fois les trois quand on s'est bien débrouillé. Donc face à ça, clairement, les attentes des utilisateurs, on était assez loin. Et notre premier reboot, ça a été de se focaliser sur les attentes des utilisateurs, se mettre à de l'agilité, se mettre à itérer, à expérimenter, et grâce à la data, de progresser petit à petit. Alors ça, c'est un choc culturel pour nous, dans notre grande boîte, de se mettre à expérimenter, d'être orienté data. Par contre, pour un bénéfice à la fin d'ajustement entre l'investissement et le retour sur cet investissement et la valeur qu'on pouvait créer, qui est extraordinaire. Ok, merci pour ça. Et c'est vrai que concrètement, je pense à un truc là, mais le banner burn-out des utilisateurs, qui est le fait de quand on a une page qui est remplie de la même bannière, qui est répétée plus de je ne sais plus combien de fois, à un moment donné, ça t'irrite tellement que tu ne vas plus jamais acheter chez cette marque, alors que c'était ta marque. C'est un truc qui a été prouvé, que les retargeteurs ont dû traiter et tout. Donc concrètement, Marina, comment toi tu as adressé ça, cette transformation de ton côté ? Alors déjà, comme disait Pierre-Yves, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on change et qu'on amorce ce changement. Et finalement, on a décidé plutôt de le faire dans le contrôle. Et pour ça, sur les parties d'activation, on a défini 3 leviers principaux, un peu indispensables. Le premier, c'était de se dire, vu qu'il va falloir qu'on concentre notre énergie pour travailler autrement, il va falloir aussi qu'on rationalise notre rapport aux prestataires. Et du coup, concentrer l'énergie pour avoir pas seulement l'expertise de la gestion des activations et des campagnes, mais aussi avoir le conseil, quelqu'un avec qui on pouvait réfléchir finalement à ça. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'était assez naturellement, surtout sur les sujets problématiques à l'époque, c'était de se dire il va falloir aussi qu'on nous accompagne, une montée en compétences pour nous, les équipes Orange, mais aussi qu'on puisse être challengé avec des experts et des best-in-class sur les sujets en France, du moins. Et le dernier point, le socle, le stack technique.
Et ça, en fait, ça faisait déjà un certain temps que les équipes data et outils travaillaient sur le fait de simplifier, faire en sorte que tout le monde parle le même langage dans la grande maison qu'est Orange, et d'être en mesure finalement d'attaquer la data et la simplification, notamment par la transparence et l'accès à la data, toute la data, donc qui casse un peu les barrières qu'on avait historiquement sur le marché, mais aussi globalement en tant que grand annonceur, toute la data en toute transparence pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions. Une fois qu'on a posé ces 3 leviers, on s'est dit, OK, stats techniques, les people, en fait, on s'est posé la question tout simplement, comment est-ce qu'on va choisir, quels seraient les critères de choix et de sélection de ce supplier. Et là, bon, alors il y a le pendant, j'allais dire, assez classique et naturel de dire on veut les best in class, une expertise opérationnelle irréprochable, quelqu'un qui soit vraiment en mesure de nous accompagner dans ce qui était quand même assez nouveau et innovant. Et le deuxième pendant, qui est venu assez naturellement, c'était de se dire, finalement, on veut quelqu'un qui ait une autre culture d'expérimentation, avec des valeurs communes, et qui n'ait pas peur de prendre les risques avec nous, de tester des choses, de faire autrement, et finalement de se lancer avec nous dans cette aventure. Donc ça suppose quand même une sacrée dose de confiance et du coup des critères un peu différents dans le choix de prestataire. Et finalement, ce n'est pas un prestataire qu'on voulait, c'était un partenaire, parce qu'on est assez convaincus que finalement ça se construit dans le temps, en interne, mais aussi avec des équipes chez TradeLab, du coup, pour le coup. Et de se dire finalement, tout le temps, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est garder ce temps d'avance et cette fraîcheur pour d'essayer toujours d'être best in class sur ces sujets-là, et surtout avoir toujours en tête que finalement aujourd'hui le marché est très concurrentiel et qu'il faut qu'on soit toujours meilleur dans un enjeu de data-driven et d'enjeux concurrentiels forts. Alors merci déjà parce que c'est vrai que c'était pour nous un challenge et puis même je dirais pour les équipes de notre boîte, on est passionnés. C'est vrai d'avoir une relation de partenariat, enfin, c'est comme des RH en fait. Je pense pour les marques vraiment c'est un bon conseil à donner. C'est que quand tu envisages ton partenaire comme un fournisseur, bah c'est comme les HR, quand tu considères tes équipes comme des fournisseurs, ça marche moins bien. Et tu as moins de motivation, c'est pas pareil. Et en fait, nous, on le ressent comme ça aussi, donc c'est top. Et Pierre-Yves, de ton côté, par rapport à la vraie vie d'Orange, parce que c'est du changement, tout ça, il y a une reprise de contrôle, il y a des équipes qui reprennent des pans qui étaient externalisés avant, qui étaient outsourcés, qui sont réintégrés. Comment ça s'est vécu ? La transfo à l'intérieur, c'est tout simple, hein, il y a une recette toute faite. Non, évidemment, non. Qu'est-ce qu'on a fait ? Globalement, on a un truc clé sur le digital et les leviers d'acquisition de trafic, c'est qu'il y a plein de jargon. C'est compliqué à accéder depuis n'importe où dans l'entreprise. Et donc, il y a quand même une première partie qui est acculturer, vulgariser beaucoup ce qu'on fait pour pouvoir faire comprendre par des mots plus simples à quoi ça sert, tout ce qu'on fait. Ça, c'est un point. Mais par contre, je pense, le point le plus important pour moi, ça a été de montrer à l'intérieur qu'il était possible d'avoir un état d'esprit différent de celui habituel. Et je vous donne un petit exemple, ça passe beaucoup par partager ses tops, évidemment, mais aussi ses flops. Le fait de partager des échecs dans une grande entreprise comme Orange, c'est pas complètement évident, ça se fait pas tout le temps. Et en fait, ça c'est possible, on arrive à faire ça, et on arrive à faire ça aussi parce que vous partagez avec une grande transparence les échecs. Et ça nous aide vraiment à impulser une nouvelle dynamique parce que dans nos échecs, il y a de l'apprentissage et cet apprentissage-là, il nous sert. Et systématiquement, on capitalise sur ce qu'on a fait la fois d'avant pour pouvoir être meilleur la fois d'après, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est pas évident dans les grands groupes, même à notre niveau, de temps en temps, de se dire on se transforme à ce niveau-là, on est capable de valoriser les échecs, on pourrait même pitcher les échecs, ça pourrait intéresser presque plus les gens que les succès. Même. Et Marina, de ton côté, donc est-ce que tu as des exemples de... Alors des exemples, on en a plein. J'espère plus de succès que d'échecs. Mais en tout cas, le fait est que du moins, on a essayé de cadrer tout ça. Parce qu'en fait, au-delà de l'expérience, de plein de choses qu'on veut faire et faire du test pour du test, finalement, on trouve que ça ne sert pas à grand-chose. On a peut-être partager deux exemples dans les axes qu'on a pris avec l'équipe, qui étaient d'un côté la partie audience et adapter les messages. Alors ça peut paraître assez classique, surtout pour l'audience qui doit faire ça tous les jours, un brief, on met en ligne les campagnes, etc. Mais on voulait le cran au-dessus, c'était de se dire non seulement j'active pour créer de la valeur, etc. Mais en fait, je veux casser les silos. Casser les silos, en fait, pour créer de la valeur, c'est jongler avec plusieurs marques,
faire en sorte de jongler sur des prises de parole, nous en tant qu'opérateurs, en tant qu'annonceurs, de proposer la bonne offre au bon moment, mais surtout d'un point de vue client. Faire en sorte que tout au long de son funnel et de son parcours utilisateur, adapter le message à l'audience et essayer, du moins dans un contexte, sans entrer dans la partie technique, de scénario créatif dynamique, d'automatiser le maximum de choses pour être en mesure de répondre le mieux possible à ce que cherche le client. Et c'est vraiment ce juste milieu finalement entre ce que nous on pousse en tant que business et la valeur qu'on doit gérer business, mais aussi que ce soit une expérience consommateur, client de vie la plus smooth possible et la plus lean possible. Ça correspond vraiment à l'ambition de se dire, bon, en tant qu'individu, on a envie quand même d'être adressé de la meilleure manière possible. Donc ça, nous, après, en tant qu'opérateur ou en tant que partenaire, un des gros problèmes qu'on voit, c'est quand même la mesure dans tout ça. Donc c'est vrai qu'on arrive un petit peu à être bon là, sur le suivi des utilisateurs, etc. Mais la mesure est souvent un problème. Donc, je sais pas si... Alors, c'est un problème. Disons qu'en tout cas, on a l'impression qu'on était plutôt bon dans la mesure, et en tout cas, on lançait peu de choses sans être capable de mesurer derrière. Donc ça, c'était plutôt un bon point de départ. En revanche, tous les débats d'attribution, qui a été ou quelle campagne a fait en sorte, ou quel levier a fait en sorte de convertir finalement. Là, on essaie vraiment de plus en plus de sortir de cette logique, et on est complètement encore dedans, on n'a pas craqué le sujet, de rentrer plus dans une logique attributive. Et le Graal qu'on essaye avec les équipes, Pierre-Yves, Data, enfin market, tout le monde dans la maison, c'est vraiment d'entrer dans une logique de création de valeur, d'incrément, et vraiment d'avoir une vue globale et complète de ce qu'on fait et de là où on contribue au business d'Orange. Et Pierre-Yves, là-dessus, si tu as quelque chose à ajouter? Ça me parle parce que moi, je porte le e-commerce, donc ce qui m'intéresse, c'est les ventes. Et en particulier, les ventes additionnelles. Donc les campagnes, elles m'intéressent particulièrement si elles permettent de faire des ventes en plus. Et ce qu'on voyait en fait jusqu'à maintenant, c'est que c'était très très difficile d'isoler des leviers pour pouvoir savoir est-ce que cette campagne-là, elle a eu de l'efficacité sur mes ventes au final. Donc de plus en plus avec vous, en fait, on rentre dans une logique d'analyse d'incrément qui nous permet, via de l'A/B test, on prend une population, une audience qu'on veut cibler avec une campagne, on isole un petit bout de cette population et on leur présente autre chose qui est neutre vis-à-vis d'Orange, des ONG, des choses comme ça, et on mesure les taux de transformation, les taux de conversion sur les deux populations. Ça nous permet d'être beaucoup plus précis sur, dans le contexte actuel, cette campagne-là, elle a généré tel incrément. Et ça nous permet d'apprendre, et ça nous permet encore une fois de réinjecter systématiquement dans les coups d'après ce qu'on a appris le coup d'avant, quoi. Il y a un truc aussi par rapport à cette manière de faire, donc, qui vraiment donne une vision scientifiquement robuste de la manière dont la valeur est créée. Mais au-delà de pouvoir servir l'enjeu de se dire ça crée du business ou pas du business, ça nous permet, nous aussi, et collectivement, de détecter les populations pour lesquelles la pub détruit de la valeur, irrite et détruit de la valeur. Et c'est significatif, évidemment. Et comment on fait quand on les a détectés, et si possible avec de l'A/B test permanent et avec une méthode... alors là, pour le coup, les modèles d'apprentissage automatique que nous permettent le faible coût aujourd'hui de ces sujets via le cloud et ce genre de révolution, nous permet d'isoler ces individus et respecter encore l'utilisateur et servir le vœu pieux de départ qui est faire plus de business, parce que j'arrête d'acheter de l'espace pour des personnes qui n'en ont aucun intérêt, voire qui sont en ce qu'on a dit tout à l'heure en burn-out de vos bannières. Et puis, deux, en effet, donc augmenter la valeur pour tout le monde. Est-ce que, par rapport à ça, donc, pour finir sur ce qu'on vient de se dire, et puis je vous laisserai conclure, c'est qu'en gros, et là je pense que c'est important pour l'Assemblée d'avoir ça en tête, on avait dans l'industrie des annonceurs qui avaient énormément d'offres, de produits qui déversaient à des instants précis à un certain nombre d'audiences qui étaient les moins mauvaises et avec une répétition qui était la moins pire. Et là, on transforme, et c'est pour ça qu'il y a un reboot, une notion de reboot, on transforme tout ça en disant qu'en réalité, on part de l'utilisateur et en fonction de cet utilisateur, on va dynamiquement lui offrir la bonne pression, le bon produit, et on va l'écouter et on va faire vraiment très attention à ça. Pierre-Yves, si tu veux rajouter quelque chose. Je vais conclure alors, parce que tu me le proposes. Alors nous, ce qu'on a appris pas mal là, en travaillant comme ça, c'est que ça nous ouvre un boulevard en fait de travailler avec les mêmes méthodologies, les méthodologies expérimentales et data sur les leviers et sur le site pour pouvoir optimiser à la fois respecter mieux l'utilisateur et optimiser le business qu'on génère. Ça c'est vraiment c'est génial et ça nous ouvre plein d'opportunités. Peut-être un deuxième point, c'est ce qu'on apprend par des méthodes scientifiques sur ce genre de choses-là. Ça nous permet aussi
d'injecter à l'intérieur de l'entreprise des savoir-faire et des connaissances qu'on n'avait pas avant, sur des messages qui passent mieux que d'autres, sur des différences qui sont mieux perçues par les utilisateurs que d'autres. Et peut-être dernier point pour ouvrir pour la suite, on a la chance chez Orange d'avoir un réseau de boutiques qui est extraordinaire. On compte bien s'appuyer dessus beaucoup plus dans une relation on-offline plus puissante. Et ce qu'on a devant nous, c'est de vraiment savoir travailler ces synergies entre le on et le off. Et si vous voulez bien, vous allez le travailler avec nous. Et puisque tu as compris un peu la méthode, ça va être par de l'expérimentation et de la data toujours qu'on va y aller par petits pas et en apprenant. Merci à tous. Merci à vous. 3.